Pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler des fusibles. Donc pour les possesseurs de cartes Arduino, la configuration des fusibles a déjà été faite lors du chargement du bootloader dans le microcontrôleur. Donc le rôle des fusibles, dont le terme n'est pas très approprié, je l'avoue, est de configurer votre microcontrôleur matériellement. Rappelez-vous, dans ma première vidéo, je montrais l'exemple de la broche 1, qui est la broche Reset, mais peut également être aussi le port PC6. Donc c'est grâce au fusible que nous allons définir la fonctionnalité de cette broche. Bon, il existe sur internet beaucoup de sujets sur les fusibles, mais parfois l'explication n'est pas très claire, parcellaire et souvent en langue anglaise. Donc il faut savoir également que si vous achetez un Atmega 328/9, il vous sera fourni avec une fréquence d'horloge de base à 1 MHz. C'est une valeur par défaut programmée en usine. Et si vous ajoutez un quartz de 16 MHz par exemple, ça ne changera rien. Il restera à une fréquence d'horloge de 1 MHz tant que les fusibles n'auront pas été programmés pour utiliser ce quartz externe. Donc leur nombre ainsi que les bits qu'ils contiennent sont variables suivant le type de microcontrôleur, soit des tiny, des attiny, des mégas ou des atmégas. Donc grâce à la configuration des fusibles, on peut lire et écrire 10 000 opérations comme la mémoire flash en théorie, définir l'utilisation d'une horloge interne ou externe. Par défaut, comme je vous l'ai dit précédemment, la fréquence d'horloge est de 1 MHz. Il y a également une horloge interne à 128 kHz qui est disponible. Possibilité de diviser la fréquence de l'horloge par 8, donc c'est un exemple pour l'Atmega 328. On le retrouve aussi sur l'Atmega 48. Utilisation ou non d'un bootloader pour téléverser du code. On peut également définir la taille mémoire occupée par le code du bootloader. Utiliser ou non le watchdog. Et bien sûr définir la finalité de certaines broches du microcontrôleur et protéger une partie de la mémoire flash, soit basse où on a notre code, ou haute où il y a le bootloader en lecture comme en écriture. Donc pour résumer, les fusibles sont au nombre de 4 sur l'Atmega 328. Nous avons le registre bas ou low fuse, le registre haut ou high fuse, le registre étendu ou extended fuse et enfin le registre de verrouillage de la mémoire flash ou log bit fuse. Attention, il y a une particularité à la programmation des fusibles. Lorsque le bit est à 1 dans un de ces registres, celui-ci est non programmé et lorsque le bit est à 0, il est programmé. Donc ça peut paraître bizarre, mais nous sommes à l'inverse de la logique binaire habituelle. Et il est très important d'être vigilant à ce sujet, car c'est souvent la cause d'un problème ou d'un dysfonctionnement du microcontrôleur, voire même le risque de ne plus pouvoir charger de code en mémoire flash si certains bits sont désactivés. Donc il existe des sites web qui nous facilitera cette tâche. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et je vous montrerai tout à l'heure comment les utiliser. Donc commençons par le premier registre qui est le low fuse, donc le fusible bas. Donc ce premier registre concerne principalement la configuration de l'horloge. Donc les 4 premiers bits nommés CKSEL0 à CKSEL3 pour Clock Select permettent la configuration de la source de l'horloge. Donc celle-ci peut être interne comme valeur 1 MHz ou 8 MHz pour l'Atmega 328 et pour une fréquence supérieure vous devez utiliser soit un quartz dont la valeur ne pourra excéder 20 MHz en théorie, avec 2 condensateurs en parallèle d'une capacité de 22 picofarads. C'est une préconisation d'Atmel pour que le système entre en oscillation. Donc on sera raccordé sur Xtal 1 et Xtal 2, correspondant aux broches 9 et 10 du boîtier DIL de l'Atmega. On peut également utiliser un résonateur céramique, comme vous voyez à l'image ci-contre.
Bon, la précision et la stabilité n'est pas celle d'un quartz, mais ça fonctionne si on n'a pas besoin vraiment d'une grande stabilité. On peut utiliser ce genre d'oscillateur, et on peut également utiliser un oscillateur, ce qu'on appelle en boîtier TXCO, un oscillateur qui est donc stabilisé et compensé en température. Et pour ce type d'oscillateur, nous utiliserons qu'une seule entrée qui sera Xtal 1, donc en broche 9 sur l'Atmega 328. Donc comme on peut le voir sur cette diapositive qui rassemble toutes les possibilités, on peut très bien utiliser une horloge externe, utiliser l'horloge interne calibrée grâce à un circuit RC, une horloge interne également de 128 kHz, donc qui est fixe, hein, et utiliser sinon un oscillateur basse fréquence, un oscillateur démarrage lent, enfin etc. On verra tout ça avec des sites web qui nous proposent toutes les possibilités possibles. Les deux bits suivants, nommés SUT0 et SUT1, ajoutent un délai au démarrage de l'horloge afin que celle-ci se stabilise. Donc la configuration sera dépendante du type choisi, céramique ou cristal. Donc comme on peut le voir sur ce tableau, suivant le bit CKSEL0, on a 4 combinaisons possibles pour ces deux bits-là. Le bit CKOUT permet de récupérer le signal de l'horloge. Peut être utile si l'on doit avoir une synchronisation avec un composant externe du microcontrôleur. Donc il est en broche PB0, broche 14 donc, et je rappelle que l'on ne se connecte pas sur les broches Xtal 1 et Xtal 2 directement sur le quartz. Et enfin, le bit CKDiv8 pour clock division donc par 8, pour une division de l'horloge. Ce bit intervient pour tous les types d'horloges concernés, donc interne et externe. Si ce bit est activé avec une horloge à quartz externe de 16 MHz par exemple, alors l'horloge sera de 2 MHz. Parce que ça s'applique aussi bien sur les horloges internes que les horloges externes. Le second registre, qui est le iFuse, possède les bits suivants. Donc le reset disable, donc qui désactive la broche reset, qui sera alors le bit 6 du port C. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait de ne plus pouvoir faire un reset manuel de votre microcontrôleur, et également de ne plus pouvoir télécharger le code de votre programme en mémoire flash, car il est obligatoire d'interagir sur cette broche lorsque l'on verse du code en mémoire flash. Nous avons la broche DebugWire. Donc ce bit ne peut être utilisé qu'avec un programmeur spécifique, et il utilise la broche reset pour communiquer avec le microcontrôleur sur un seul fil. Donc il est à noter que si une résistance est présente sur la broche reset, ce qui est le cas car cette broche est active à l'état bas, celle-ci doit être supérieure à 10 kΩ. Et si un condensateur est également placé sur la broche reset, celui-ci devra être enlevé pour que la communication fonctionne. Comme je ne possède pas ce matériel, je ne pourrais pas vous en faire la démonstration sur cette chaîne. Donc nous avons ensuite la broche SPIEN pour Enable Serial Program. Donc ça active ou non la programmation du microcontrôleur par le bus SPI. Donc attention, si ce bit est à manipuler avec précaution, car après sa désactivation, il sera impossible de programmer le microcontrôleur. Les broches utilisées sont les broches reset et les broches 17, 18 et 19. Et il existe un standard pour lire et écrire en mémoire flash et en mémoire EEPROM, et vous pouvez le retrouver dans la documentation Etmel. Bon, on va pas refaire la roue, il existe une application nommée AVRDUD qui fait très bien le job, et on verra en fin de vidéo un outil graphique pour pouvoir l'utiliser, ce qu'on appelle un GUI, parce que AVRDUD fonctionne en ligne de commande. Nous avons ensuite le bit WDTON, donc pour le Watchdog Timer. Donc ça active ou non l'utilisation du Watchdog.
Une vidéo lui sera consacrée pour expliquer son fonctionnement et son application. Donc si on n'en a pas l'utilité, on le désactive, hein, ça nous permet de faire de l'économie d'énergie. Nous avons également le EESave, donc c'est en fait un bit qui permet de préserver les données écrites dans la mémoire EEPROM de votre microcontrôleur. Lorsque vous programmez celui-ci, par défaut, une commande d'effacement efface la totalité des mémoires. Donc grâce à ce bit, si on le positionne, il est possible de conserver son contenu. Bon, bien sûr, ça n'enlève pas la possibilité d'écrire des données dans la mémoire EEPROM à partir du code assembleur, hein. Cela ne concerne que la phase de versement de votre code dans la mémoire flash. Ensuite, nous avons les bits boot size 0 et boot size 1 qui permettent de définir la taille de la mémoire haute qui sera utilisée pour le programme bootloader. Donc, rappelez-vous, la mémoire flash fonctionne ce qu'on appelle en mots, donc en Word. Donc, on a 4 possibilités. Donc, dans la colonne boot size, vous pouvez vous apercevoir que nous avons donc 256 mots. Donc, ça sera une taille de 512 octets, en dessous de 1 kg, de 2 kg ou de 4 kg. Donc, c'est organisé en pages. Donc ça nous laisse la place pour l'application Flash Section, ça nous donnera la taille disponible pour notre application. Et nous avons dans la colonne Bootloader Flash Section le début en fait de l'adresse de départ de notre code bootloader. Et on peut voir en fait que l'adresse de démarrage, ce qu'on appelle le boot reset adresse, là où le code du bootloader va démarrer. Donc si nous avons 512 octets de bootloader, on démarrera en 3F00, 1 kg en 3E, en 2 kg en 3C et en 4 kg à 3800. Donc c'est des valeurs hexadécimales. Donc il faut savoir que plus la taille du bootloader augmente et moins ça nous laisse de place et de code pour notre application. Et enfin, nous avons le boot reset. Ce bit détermine à quel endroit le code doit être exécuté au démarrage du microcontrôleur. Donc il faut savoir que si on a un bootloader à ce moment-là, on positionnera ce bit à 0. Pour dire qu'il est programmé. Et sinon, si on n'utilise pas de bootloader, donc on veut vraiment utiliser les 32 kg total de notre mémoire flash de notre Atmega, à ce moment-là, on le laisse non programmé, donc le bit est positionné à 1. Et enfin, le registre étendu pour Extended Fuse. Donc sur l'Atmega 328, le registre étendu correspond à un niveau de détection de la tension d'alimentation. Donc lorsque l'on arrive à une tension trop faible, à ce moment-là, le microcontrôleur fait un reset tout simplement. Voilà. Donc bon, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, mais bon, il faut savoir que ça existe, hein, et on verra les possibilités, comment le programmer. Donc bon, normalement on n'a que 2 possibilités, 3 même, soit il est désactivé, ou soit on est entre une tension entre 2,5 et 2,9, ou que 4 volts et 4 volts 6. Bon, sur certains sites de programmation de bits, ils proposent 1 volt 8, mais en théorie, l'Atmega 328 à 1 volt 8, il ne démarre pas, il ne rentre pas en oscillation. Voilà. Il lui faut un minimum de 2 volts 5 et même 2 volts 7. Et il faut savoir, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, attention à la tension d'alimentation. Votre fréquence d'horloge sera aussi dépendante, hein. Si vous voulez faire tourner votre Atmega à ces tensions-là, vous ne pourrez pas le faire fonctionner à 16 MHz, hein. Il faudra faire un choix. Pour du 3 volts, 3 volts 3, ça sera du 8 MHz, 12 MHz, mais vraiment maximum, et le 12 encore, je ne garantis pas que ça rentre en oscillation, hein. Il vaudra peut-être mieux se limiter à du 8 MHz pour du 3 volts, 3 volts 3. Et le dernier registre, le registre logbit, pour les verrouillages de bits, donc les verrouillages des mémoires. Donc ce registre possède 2 parties. Donc là nous en avons
une vue globale. Et il faut savoir donc qu'il possède deux parties. La première est la protection de la mémoire haute, donc qui contient le programme bootloader et autorise ou non l'écriture en mémoire flash. Et la seconde partie est une protection partielle ou totale de la partie basse de la mémoire flash qui contiendra notre code source en assembleur de notre application. Voilà, donc comme on peut le voir sur ce tableau, donc on a le BLB1 mode et le BLB0 mode. Donc le BLB0 mode contient toute la partie en fait de verrouillage de la partie basse de la mémoire flash, donc là où on a notre application. Et si l'on utilise un bootloader, on a le BLB-B1 mode qui va nous protéger contre l'écriture sur le bootloader. Bon, on verra tout ça quand on parlera des bootloaders et surtout des instructions SPM et LPM. Qui sont quand même des instructions spécifiques et qui permettent de lire et d'écrire dans la mémoire flash. Donc en résumé, on évite de changer les bits debug wire, SPI enable et reset disable sous peine de ne plus pouvoir programmer notre microcontrôleur via le bus ISP et le bootloader qui utilise la broche reset via une interface USB RS232 comme sur la carte Arduino. De bien vérifier la programmation des bits CK-Cell 0 à CK-Cell 3, donc clock select. Souvent les problèmes au niveau de l'horloge viendront sur ces bits-là qui auront été mal programmés. Pour les bits de verrouillage, on les manipulera lorsque l'on basculera le microcontrôleur dans une production commerciale entre guillemets ou si on veut protéger le code de notre application afin que celui-ci ne soit pas lu. Et maintenant on va passer à la pratique avec une démonstration du changement des fusibles en cours de fonctionnement du microcontrôleur. Alors dans cette démonstration, je la ferai sur un Atmega 8, je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des sites web font une comparaison entre l'Atmega 8 et l'Atmega 328 qui possèdent effectivement la même configuration au niveau du boîtier. Brochage et port, à part la différence bien sûr de taille mémoire flash, mémoire vive et EEPROM, il y a quand même une différence dans les fusibles. Donc regardons ensemble. Donc petite comparaison entre l'Atmega 8 et l'Atmega 328 au niveau des fusibles. Donc déjà l'Atmega 8 ne possède pas de fusible étendu par rapport à l'Atmega 328. On peut voir que sur l'Atmega 8, on a 4 horloges internes, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz et 8 MHz. Sur l'Atmega 328, on n'a que 8 MHz. Bon, je ne parle pas de l'horloge à 128 kHz pour l'instant. Donc 8 MHz avec la possibilité, donc ça c'est par défaut, de diviser l'horloge par 8. Donc on n'a que deux possibilités, 1 ou 8 MHz. On peut également récupérer l'horloge sur le port B sur l'Atmega 328, ce n'est pas le cas sur l'Atmega 8. On peut pour les deux préserver le contenu de la mémoire EEPROM à chaque programmation, donc ça nous évite si on met des données à l'intérieur que l'on veut conserver. En cochant cette case, à chaque fois que l'on va uploader du code, la mémoire EEPROM ne sera pas effacée. Activer ou non le watchdog. Il en est de même ici pour l'Atmega 328. Par contre, celui-ci a la possibilité de débugger sur un fil. Ça n'existe pas sur l'Atmega 8. Donc très important, on laisse toujours la case cochée pour ce qui concerne la programmation par le bus ISP. Pareil pour l'Atmega 328. Et on évite de cocher cette case sous peine de ne plus pouvoir programmer notre Atmega. C'est identique pour les deux. On peut également définir la taille de la mémoire flash qui contiendra le bootloader. Donc 4 tailles possibles sur l'Atmega 8. Donc 256 octets, 512, 1 kg, 2 kg. C'est un peu plus grand pour l'Atmega 328. 512, 1 kg, 2 kg et 4 kg octets. Bien évidemment, si on utilise un bootloader, il ne faudra pas oublier de cocher cette case qui permet de déterminer
à quelle adresse le code doit démarrer. Donc si on n'utilise pas de bootloader, on commence à l'adresse 0. Et sinon, en cochant cette case, le MCU ira à ce moment-là démarrer l'exécution du code par rapport aux adresses que vous voyez ici, qu'on a vues précédemment. On a également la possibilité de détecter le niveau d'alimentation qui permet de faire un reset. Donc là on a 3 valeurs possibles. J'ai des doutes sur la valeur de 1,8 V. Dans le datasheet de l'Amiga 328, il précise que l'alimentation commence à 2,7 V. Donc le 1,8 V, j'ai un peu des doutes, mais enfin bon. Et c'est pareil pour l'Atmega 8, non, mais là on n'a que 2 tensions, 2,7 V ou 4 volts. Donc pour faire la démonstration de l'importance de la programmation des fusibles, nous allons donc utiliser le site avec un Atmega 8 et nous allons utiliser également l'outil AVR du DES. Donc vous retrouvez le lien pour pouvoir télécharger cet outil dans la description de la vidéo. Donc moi j'utilise, comme vous pouvez voir à l'écran, une petite interface pour pouvoir programmer. Je programme par le bus ISP, mais on verra que cet outil peut être utilisé aussi via l'interface USB de l'Arduino. Donc dans un premier temps, je vais choisir mon interface de programmation. Donc on verra dans d'autres vidéos, il y a plusieurs possibilités. Donc là, je vais tenter de faire une détection. Et là, on peut voir qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas pu détecter le MCU. Pourquoi? Nous avons une horloge de 1 MHz alors que nous tentons d'envoyer des commandes supérieures à la fréquence d'oscillation du microcontrôleur. Donc pour cela, il faut l'abaisser. Donc on va se mettre à 187 kHz. Et là, à ce moment-là, je vais essayer de détecter mon microcontrôleur. Et là, on peut voir que effectivement, il l'a bien détecté. Donc, je ferai une vidéo sur l'utilisation de ce logiciel et de son interface. Mais faites attention, c'est un piège, parce qu'on pense qu'on s'est planté dans les branchements, mais il n'en est rien en fait. C'est juste la fréquence d'utilisation. Donc, une fois qu'on a trouvé notre microprocesseur, on voit bien que les fusibles étendus ne sont pas utilisables. Donc nous pouvons également lire les fusibles. Il suffit de cliquer sur lire sur les fusibles. Donc on retrouve bien la valeur E1D9 qui correspond ici à ce que nous avons sur le site. Donc maintenant nous allons passer sur la partie du code. Donc voilà, donc je ne ferai pas d'explication de code pour l'instant parce qu'il y a pas mal d'instructions que nous n'avons pas encore étudiées. Je vais simplement l'assembler. Donc voilà, donc nous pouvons voir que nous avons une compilation pour un Atmega 8. Donc notre code fait 44 octets. Il occupe 0,5% des 8 kg de la mémoire flash. Donc nous allons le récupérer ici. Et une fois que c'est fait, nous allons le programmer, l'envoyer dans l'Atmega 8. Voilà, donc nous pouvons voir que la LED clignote. Donc un clignotement toutes les secondes. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est retourner sur le site de programmation des fusibles. Et donc nous allons simplement changer la fréquence. Donc nous allons prendre la fréquence de 2 MHz. Donc là on peut voir que c'est E2D9. Donc nous allons juste changer uniquement la valeur ici. Et nous allons l'écrire. Et là, on peut voir que la LED commence à clignoter plus rapidement. Nous allons passer à 4 MHz. Donc c'est E3. Donc on change la valeur à E3. On écrit. Ça clignote encore plus vite. En sachant que le code source est pour une fréquence de 1 MHz. Donc 8 MHz, c'est E4. Donc c'était pas compliqué. E1, E2, E3, E4. Et on écrit. Voilà. Donc si je remets la valeur E1, la LED reclignotera toutes les secondes. Voilà. Dernier exemple. Là ici nous avons le code pour un Atmega 328. Donc on a pris la bonne librairie. On va fonctionner à 16 MHz. Donc pour ça nous allons lui indiquer que nous allons utiliser le programmeur Arduino
nous sommes en COM3. La vitesse de transfert sera de 115 200 bauds. Si vous utilisez un Arduino Nano, ça sera 57 600 ici. Donc faites bien attention pour que vous puissiez dialoguer avec votre carte Arduino. On peut détecter, ça fonctionne. Voilà, c'est fait. Donc le programme a déjà été compilé. Je vais le récupérer. Je l'upload. Et voilà, ça clignote. Donc avec ce bootloader, il n'est pas possible de lire le fusible. Si je tente une lecture, voilà, il nous dit qu'il a réussi à les lire, mais en fait, ils sont tous les trois à 0. Donc, c'est pas possible. Il est vraiment obligatoire de passer par le bus ISP si on veut vraiment lire physiquement les registres des fusibles. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. La troisième, je vous parlerai des registres utilisateurs.